Chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle enquête sur le Moyen Âge. On peut lire dans nos livres d'histoire que ça a duré 1000 ans, mais c'est tout autre. Vous n'aurez plus jamais la même vision après cela. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rachel Fortin, je fais du nettoyage énergétique sous hypnose et les enquêtes sont réalisées avec l'aide d'un télépathe en état modifié de conscience. Vous pouvez également voir d'autres enquêtes sur les origines de l'humanité, le gigantisme, les Atlantes, l'Inquisition, la Tartarie, l'Antarctique, les 7 vies de Jésus, la Terre multidimensionnelle et plein d'autres. Il y en a une quarantaine sur ma chaîne YouTube et Odyssée. Donc le lien est dans la description. Je ne vous fais plus attendre. Voici le Moyen Âge revisité. Alors j'ai tout retranscrit, hein, donc j'ai tout réécrit l'enquête. Je vais donc vous la lire. Alors je mets le télépathe en transe et je lui demande alors dis-moi qui se présente à toi. J'ai un homme d'une trentaine d'années devant moi, il fait partie de la petite aristocratie, la classe moyenne si on peut dire. Il s'appelle Geoffrey, Geoffrey Albert de Guise. Il semble assez ouvert, c'est comme s'il nous attendait. Il attend tes questions. Alors de nos livres d'histoire, le Moyen Âge il a duré environ 1000 ans. Donc d'après nos livres d'histoire du 5e siècle au 15e siècle. On voulait avoir plus de précision par rapport à cette période. Est-ce que ce sont les bonnes dates déjà? Est-ce que ça a réellement duré 1000 ans? Alors Geoffrey, il ne comprend pas pourquoi on appelait ça déjà le Moyen Âge. Il dit qu'on n'était pas du tout comme on est décrit. Effectivement, il y avait des gueux quand même, des gens très pauvres, mais à part dans les années, on va dire 1200 à fin des années 1400, à part cette période, là où il y avait réellement des rois, mais c'était pas du tout des rois comme on nous décrit, hein. Et à part cette période-là, où il y avait des gueux et des rois, ensuite c'était une période plutôt riche, plutôt où l'humain était relativement développé, sociable, pas de guerre, développement des énergies et tout. Les années environ 1550 jusqu'aux années 1700 à peu près, jusqu'à 1693, c'était une civilisation très développée. Toutes les grandes villes existaient déjà. Il dit que tout ce qu'on voit là aujourd'hui, les églises, tout ça, ça n'a pas du tout été construit au Moyen Âge. Elles étaient déjà là bien avant nous, bien avant eux. Il faut arrêter de croire tout ce qu'on raconte. Ensuite, on utilisait à profusion l'énergie libre. Très très tôt, l'être humain avait à disposition de l'énergie libre. Il n'a pas eu besoin de l'inventer, il n'a pas eu besoin de la chercher, on lui a apporté, tout comme c'était prévu par la source, ils l'ont utilisé. C'était un droit pour les humains, mais oui, tout le monde l'utilisait. Elle a été utilisée jusqu'à ce qu'un grand déluge apparaisse en 1694. Toutes les grandes villes qu'on voit aujourd'hui, qui sont de nouveau habitées, ont été inondées. Elles étaient au minimum sous 3, 4, 5 mètres de boue, mais de la boue très compacte. C'était dû au glissement de terre de partout. Ce déluge-là, c'est pas la source qui l'a prévu. Ce déluge, il vient du côté obscur. Donc il faut savoir qu'il y a déjà eu un premier déluge un peu avant, hein. Je tiens à préciser qu'il y avait des gens plus grands que nous, qui vivaient avec nous en paix, entre 1640 environ, 1680, des entités qu'on ne connaissait pas, d'autres géants humanoïdes, mais vraiment, on ne les connaissait pas, ils avaient un sale aspect, ils n'étaient pas beaux de visage, ils n'étaient vraiment pas beaux. Ils ont tué d'autres géants, ceux qui étaient gentils avec nous, ceux qui vivaient en harmonie avec nous, les ont tous tués, les ont enterrés à certains endroits. Après, ils ont créé ce déluge. Il y avait des espèces de plaques triangulaires énormes au-dessus de nous. Il dit que c'était ce qu'on appelle des vaisseaux. Ils ont commencé à envoyer comme des arcs électriques partout. Beaucoup d'entre nous avons été électrocutés et tués sur le coup. Ceux qui ont résisté, ils ont vu l'horreur. Ces arcs électriques étaient envoyés contre le ciel et ils retombaient sur la terre. C'est comme si on avait chargé le ciel électriquement et il s'est mis à pleuvoir, pleuvoir, pleuvoir encore et toujours. Presque 6 mois de pluie incessante. Des torrents, personne n'a pu résister. Tout a été rasé, tout a été inondé sous la boue. Il a plu sur toute la terre. Non, faut croire qu'ils ont ciblé toutes les grandes villes en Europe. Pas que aussi en Amérique, aussi en Australie, aussi en Chine, un peu partout.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des bâtiments qui ont un ou deux étages, voire trois sous terre complètement enterrés. Il dit qu'il suffit de creuser, de regarder l'art avec laquelle les fenêtres sont taillées. Il dit, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que si on voulait faire trois hauteurs de sous-sol, est-ce qu'on aurait fait des fenêtres aussi belles? Pourquoi y a-t-il des fenêtres dans les sous-sols qui donnent sur de la terre? Ces fenêtres ont été bouchées par la suite. Il faut vraiment se poser les bonnes questions. Il y a encore certains immeubles qui n'ont pas été creusés en dessous. Ils ont eu de la boue, tout est resté. Mais ceux qui ont été creusés, ils sont tombés sur des fenêtres, ce qui était incompréhensible. Éclaté, bien sûr, mais pourquoi mettrait-on des fenêtres qui donnent sur de la terre? Ce serait tout muré. Et quand ils ont continué à creuser, ils ont vu qu'il y avait une magnifique architecture. Les fenêtres étaient travaillées, les entourages en pierre, c'était de la pierre taillée. C'est juste que l'homme aujourd'hui est trop bête. Il ne se pose pas les bonnes questions. En fait, il y a eu ce raz-de-marée de boue, des glissements de terrain interminables. Quasiment personne n'a survécu. Donc le but c'était de recouvrir toute cette civilisation et de tuer tous les humains. La majorité, ceux qui sont restés étaient dans les campagnes. Ils étaient en majorité peu instruits. On s'est servi d'eux ensuite pour repeupler la terre, mais de manière anarchique. Il y avait carrément des orphelinats, un trafic d'enfants. Les enfants étaient pris tout petits, ils étaient enlevés. On leur avait dit qu'ils étaient abandonnés et on les a élevés en les éduquant à leur manière. C'est ce qui a créé notre civilisation après. Les seuls qui ont résisté, c'était la haute aristocratie, les grands riches. Ils le savaient, eux. Ils ont été mis à l'abri et c'est eux qui ont tout manigancé ensuite. Et c'est eux qui ont fabriqué la population qu'on est aujourd'hui. Il y avait des milliers d'orphelinats, des milliers partout. C'était un vrai trafic humain. Ils commençaient de repeupler la terre à leur manière. On leur apprenait une fausse histoire, on leur apprenait tout. Lui n'a pas vu, mais il sait. Là, on parle de celui qui nous parlait. Hein. On leur a fait croire qu'il y avait des rois. Même s'il y en a eu quelques-uns, c'était pas du tout comme ça. Il n'y avait pas eu toutes les guerres qu'ont décrit les rois. On a menti sur les découvertes des Indes, sur la découverte des Amériques, sur toutes ces découvertes. C'était bien avant tout ça. Des Nordiques qu'on pourrait appeler les Vikings, que vous appelez les Vikings, sont les hommes modernes, soi-disant modernes. Ils ont traversé l'Atlantique au XIe siècle. Donc, on n'a rien à voir. On n'a rien découvert. Et les Vikings, c'étaient des barbares, comme on veut bien nous le faire croire, ou ils étaient complètement différents? Non, pas du tout, c'était une civilisation qui était abordable. Ils étaient relativement avenants. Par contre, ils avaient la réputation d'être très territoriaux, si on approchait leur territoire dans un but de leur prendre. On repartait entre six planches. Autrement, on était les bienvenus, très bien accueillis, c'était des gens très sociables. Au Moyen Âge, c'était tout sauf ce qu'on vous raconte dans les livres. Après ce grand reset, les enfants qui ont grandi, donc, qui ont été formatés, ont commencé de repeupler tout doucement la terre. Les villes ont été nettoyées, des nouvelles rues se sont faites, mais une hauteur bien supérieure à ce qu'elles étaient avant. Certaines maisons sont toujours toutes enterrées dans la terre. Les plus grandes, eh bien, il reste 3 ou 4 étages sur 5 ou 6. Tout a été mis comme ça. Ils ont nettoyé, ils ont refait. À partir de là, on a recommencé. Il y avait toujours des restes d'énergie libre, puisque toutes les tours qui servaient d'émetteurs n'étaient pas encore détruites. C'est pour ça que vous trouvez toujours des photos un peu partout, des photos où on voit des gens en trottinette, où on voit des trottoirs mobiles, où on voit des métros, où on voit des bus électriques, parce qu'au tout début, ça existait encore. Donc avant 1600, il y avait l'énergie avant le déluge. Oui, et même après, ils ont continué de l'utiliser puisque le déluge n'avait pas détruit ce système. Et donc ce sont ces riches aristocrates, c'est ce qui forme les khazars aujourd'hui. Il fallait qu'ils trouvent un moyen de vivre sur le dos des autres, comme s'ils étaient des parasites. Donc il fallait les maintenir. Le premier plan qu'ils ont mis en œuvre, c'était les tenir par la faim. Donc la nourriture, les tenir par la peur et les tenir par l'impôt, par les taxes qu'ils allaient inventer. Et si au début ils ont laissé l'agriculture se développer, c'était pour laisser la terre suffisamment se repeupler. Donc tout allait bien, l'agriculture se passait bien. Par contre, tout doucement, ils ont commencé d'éliminer tout ce qui était énergie libre. On a commencé de raconter
que ça ne marchait plus, alors qu'ils avaient tout saboté. Ça a fini à ce qu'il n'y ait plus rien qui fonctionne. Ensuite, pendant presque 100 ans, il n'y avait plus d'électricité, et là l'humanité a fait un bond en arrière. C'est bien pour ça qu'en 100 ans, ils ont tout oublié. Ils n'ont pas appris à transmettre le savoir de père en fils, de mère en fille. Donc l'énergie libre, tout le monde l'a perdue. Heureusement, la photographie existait déjà. Et il y a eu quelques photos de fêtes, et donc tout le monde était persuadé qu'il n'y avait jamais eu d'énergie libre au bout de 100 ans. C'est en 1821 qu'ils ont commencé à inventer l'électricité, et ensuite ça n'a pas arrêté de se développer. Et on a commencé à le faire payer aux gens. Et si vous voulez en profiter, il faut payer. Voilà comment a démarré l'après-Moyen-Âge, et ensuite il fallait qu'ils nourrissent la peur des gens. Donc il y a eu plusieurs famines consécutives. Comme ils avaient inventé l'argent, il y a eu plusieurs krachs boursiers, tous contrôlés en réalité. Et ils ont aussi créé des fausses maladies, des fausses pandémies. Des personnes ont été contaminées, elles passaient pour des malades, des contagieux. Là, c'est l'après-Moyen-Âge. Donc si vous voulez entendre parler du Moyen-Âge, c'était pas vraiment ça, hein. Pour en revenir au Moyen-Âge, c'était vraiment une époque prospère. Il y avait une grande entente entre tous les continents. L'Antarctique n'était pas un mur de glace, c'était une mer qui donnait sur d'autres terres, d'autres continents. Peu de monde y avait accès, mais on avait quand même accès. Et il n'y avait pas de secret sur l'Antarctique et sur les terres qui étaient après l'Antarctique. Et pourquoi il n'y avait pas le mur de glace? On savait juste qu'il y avait un grand dénivelé entre nous et les autres continents, dénivelé d'environ 5000 kilomètres. Les autres terres étaient plus basses. Elles se trouvaient toutes en périphérie de notre terre à nous, de nos continents. Donc là, tu parles de la plateforme du dessous? Oui. Donc certains y allaient, très peu, mais certains y allaient. Ils y allaient par des passages? Oui. Et on pouvait y aller physiquement. Sur ces autres terres vivaient des gens bien plus grands que nous, des gens qui ressemblaient beaucoup à ceux qui vivaient avec nous d'ailleurs, avec les géants qui vivaient avec nous. Des géants qui n'ont pas voulu quitter notre terre quand la source leur avait proposé. On vivait avec certains Rumbéos. Certains vivaient encore avec nous et on les a retrouvés de l'autre côté de l'Antarctique. Tout le monde sait que la Terre est plate. On ne comprend pas cette folie de la Terre sphérique. À notre époque, toutes les cartes représentaient une Terre plate. On connaissait les Amériques aussi. On connaissait aussi l'abondance, la richesse qu'il y avait dans toute l'Amérique du Sud principalement. Il y a beaucoup de choses qui se contredisent dans vos livres. Pendant le Moyen Âge, il y a bien eu des guerres parce que certains hommes étaient déjà contaminés. Quand il dit contaminés, ça veut dire qu'ils sont pollués par une entité, hein. Il y a eu des guerres entre le royaume, qui aujourd'hui est composé du Portugal et d'une partie de l'Espagne. Ce royaume était le plus puissant de la terre. Ils ont effectivement envoyé du monde de l'autre côté de l'Atlantique, mais pas vraiment comme on nous l'a raconté. Ils n'ont pas trouvé cette terre par hasard. Tout le monde savait qu'elle existait. Ils y sont allés pour leur voler leurs richesses. L'énergie libre était accessible à tous. Tout le monde avait le droit. Elle était accessible vraiment à tous. On avait fait croire à ces gens, à juste titre, puisque ça existait, qu'ils pouvaient avoir accès à des portes de téléportation, dont une existe encore en Irak. Vous l'appelez la porte des étoiles. On leur disait qu'il fallait de l'or. Donc les conquistadors, qui en réalité étaient plus portugais qu'espagnols, sont partis en chercher là où ils ont trouvé. C'est-à-dire en Argentine actuelle, le Brésil, tout le nord du Brésil principalement, et ils en ont volé par centaines de kilos. En fait, cet or servait une nation qu'on pourrait dire extraterrestre. Il faudrait refaire une séance que sur ça. Ils se faisaient avoir en fait. Ils remplissaient les cales des bateaux d'or et cet or ne leur servait pas au final. Mais à part cet extrait de l'histoire assez noire, c'était une belle période. On avait de la nourriture en abondance, on avait des hivers glaciaux, vraiment très très froids, et on avait des étés intenables. On était rarement en dessous de 40 l'été. Tous les étés étaient comme ça, on le savait. On arrivait à avoir des amplitudes de 80 degrés entre l'hiver et l'été. C'était pas rare d'avoir des moins 30, moins 40 les hivers, et je parle de la France, hein, et on avait des étés à 45 faciles, 46, 47. C'était comme ça. Il n'y avait pas de réchauffement climatique, comme on vous le dit aujourd'hui. La nature était ainsi faite. On le supportait, on était heureux, on mangeait avec les saisons, on vivait avec les saisons. C'était une manière assez communautaire de vivre. À cette époque, il n'y avait que du troc et pas d'argent. L'argent n'existait pas.
les louis d'or, tout ça, même si aujourd'hui on en trouve, ils n'ont pas servi à ce qu'on dit. Ils ont été faits bien plus tard. Et si vous étiez poissonnier, vous échangiez de la viande contre des œufs, contre des légumes, et chacun se débrouillait comme ça. Un charpentier allait réparer un toit et il était nourri en échange. C'est juste un exemple, hein. On mangeait aussi très rarement de la viande, on avait un fonctionnement, pas vraiment comme les Atlantes, mais on leur avait un peu déteint dessus. C'était assez communautaire comme vie. Chacun exerçait le métier dans lequel il se sentait le plus à l'aise, dans lequel il était le plus performant. C'était ainsi. Le Moyen Âge n'a jamais été ce que vos livres vous disent. Il n'y avait pas de guerre pour les territoires, ne l'a jamais eu. Il y avait le respect de la souveraineté à chaque terroir. On respectait les dialectes, on respectait les traditions. Il n'y avait pas de religion non plus, contrairement à tout ce qui se raconte. On connaissait l'existence de Jésus, mais la messe et les églises n'étaient pas du tout pratiquées comme aujourd'hui. Les églises ne nous appartiennent pas. C'étaient des géants qui dépassaient les 3 mètres qui ont construit les églises, pour ne pas dire 4 mètres même. C'est pour ça que les portes sont si hautes. Donc j'aimerais que tu me dises, la première cathédrale la plus ancienne, à quelle période elle a été construite? La première église la plus vieille au monde est celle qui a été construite à Jérusalem. Ça, c'est la première église chrétienne. Par contre, il y a des cathédrales plus vieilles. C'est quoi la date? L'église a été construite en l'an 41 après la mort du Christ pour célébrer la scène. Ensuite, on peut considérer que tout ce qui est bâtiments modernes, les plus vieux, ont été construits à partir de l'an 300 environ. Il y a un monastère qui s'appelle Saint-Antoine, qui est en Égypte, dans un désert. Il fut tantôt mosquée, tantôt église. Les mosquées et les églises, c'était la même chose? Avaient-elles la même utilité? Non, c'est juste que c'était dans un pays à connotation musulmane. De temps en temps, l'église, elle passait aux mains des musulmans, puis elle redevenait mosquée, et ensuite ce qu'on appelle les coptes orthodoxes, donc les chrétiens d'Égypte, finissent par récupérer l'église. On a vu dans d'autres enquêtes que les églises n'étaient pas destinées à la prière, comme aujourd'hui. Elles servaient à quoi à l'époque? Tout ce qui est cathédrale, en réalité, était là pour la majeure partie, avant même que le Christ soit là. Certaines ont 2500, 3000 ans, entre moins 500 et moins 1000 ans à peu près. Elles ont été construites par les géants, dont les Rumbéos. C'est bien plus vieux que ce qu'on nous fait croire, car dans nos livres d'histoire, les églises ou les cathédrales ont été construites bien plus tard, dans les années 1000 après Jésus-Christ, pour les plus vieilles. Par exemple, Notre-Dame, c'était entre 1663 et 1345, et la cathédrale de Chartres à partir de 1145. La plus vieille de France serait la cathédrale Saint-Étienne de Sens. Sa construction débute vers 1130. Il y a beaucoup de mensonges. Les cathédrales sont plus récentes, mais c'est faux. Toutes les cathédrales qui ont un sous-sol ont été noyées dans le déluge. Ce qu'on voit, ce n'était qu'une fenêtre par où on rentre aujourd'hui. Il y a des cathédrales partout dans le monde entier. On peut voir des photos dans des livres où on voit des cathédrales de même style. On en voit partout. Dans quel pays différent tu vois ça, toi? Les cathédrales sont assez uniques dans leur genre. Il y a beaucoup de grands monuments, de grandes bâtisses qui ont été strictement construites à l'identique. L'Inde, le Pérou, la Chine, la Russie et bien d'autres encore. Les cathédrales sont assez uniques, on ne trouve pas réellement 2 fois la même cathédrale lors de leur construction. Leur but n'était pas vraiment religieux. Elles captaient dans les terres de l'énergie, donc on en voyait partout, et chaque architecture se conformait à la région où elle était. Il y a une énorme cathédrale aux États-Unis, une des plus grandes qui existent au monde. Connecte-toi dessus. Elle aurait été soi-disant construite dans les années 1850. En réalité, c'est celle du Vatican la plus grande. Autrement, il y en a une à New York. Disons que celle du Vatican regroupe plusieurs succursales, ce qui en fait la plus grande au monde. Mais ce que j'aimerais comprendre, c'est quand on parle de la conquête de l'Ouest dans les années 1840 pour aller chercher de l'or, soi-disant il n'y avait rien à part les Amérindiens, alors que tous ces bâtiments étaient déjà là, en réalité, la cathédrale Saint-Patrick de New York a environ 1040 ans. Effectivement, elle a été reconstruite sur les bases d'une ancienne, et en aucun cas elle a 800 ans. Elle a 1040 années. C'est une cathédrale construite en collaboration entre les géants qui étaient encore là et les humains. Donc s'il y avait une cathédrale, il y avait forcément des villes autour, de la vie. Mais oui,
Il y a toujours eu de la vie dans notre ligne de temps. Les États-Unis, le Canada, le Brésil ont toujours eu de la vie humaine. On nous fait croire qu'il y avait des Indiens qui ont été tués, puis la conquête de l'Ouest, la ruée vers l'or. Quand les Portugais sont partis à la conquête des Amériques, c'était vraiment le vrai nom, la conquête, puisqu'ils savaient sciemment que ces continents étaient déjà occupés. Ils sont allés là-bas pour piller, ils voulaient de l'or pour alimenter les portes des étoiles. Ce n'est pas du tout comme ce qu'on nous raconte. Quand ils racontent qu'ils ont tué tous les Indiens, tous les bisons, est-ce vrai? Ils les ont chassés de certaines terres, oui. Il y avait aussi des géants qui vivaient là, même aux États-Unis, mais oui. Donc il y avait des cathédrales dans le monde entier, dans plein de villes différentes, avec des humains, des géants, l'énergie libre, c'était une civilisation avancée. Alors les cathédrales captaient l'énergie, elles ont toutes des rosaces, elles faisaient comme un résonateur. Elles servaient à amplifier, à l'origine il n'y avait pas de verre dans la rosace. Quand le vent traversait ces rosaces, qui ressemblent beaucoup à l'arbre de vie, le vent en passant sifflait à l'intérieur de la cathédrale. Ça faisait une résonance. Cette résonance faisait vibrer l'énergie qui était captée dans l'éther. En vibrant, cette énergie se décuplait. Le vent rentrait par la rosace et sortait par le chœur de la cathédrale, où aujourd'hui les curés, les évêques ont mis l'autel de la prière derrière eux. Il y a aussi comme des fenêtres, des vitraux qui n'existaient pas à l'époque, tout était ouvert. Le vent en traversant la rosace ressortait là-bas, derrière, ce qu'on pense être le cœur de la cathédrale, était l'endroit où le résonateur était le plus puissant, donc elles n'ont jamais été bâties pour honorer les dieux. Ces géants, comment avaient-ils ces savoirs de bâtisseurs? Car c'est magnifique tout ce qu'ils ont fait. D'où ils savaient faire tout ça? Ils l'ont depuis une éternité. La source leur a donné l'accès. Les plus anciens temps que l'on puisse imaginer, et ils ont entretenu ce savoir. Ils l'ont partagé, ils l'ont communiqué aux générations plus jeunes, toujours, encore et toujours. Cette énergie a perduré jusqu'à environ 1831-1832, et ils ont commencé de tout détruire. En ce qui concerne les châteaux forts, les châteaux, les vrais, ont bien servi de rempart. Ils protégeaient une population à l'intérieur. Ceux qu'on voit de forme assez ancienne, qui ont des meurtrières sur leur façade, oui, ceux-là ont principalement servi à se protéger. Il se raconte même que certains géants ne pouvaient pas pénétrer ces châteaux. C'est comme s'ils avaient été construits pour ne pas que les géants viennent. C'est pour ça qu'ils sont si hauts. Il y a des ponts-levis pour ne pas que les géants de 3 mètres viennent. Ça a été construit parce que il y a une époque où l'humain était tellement mauvais avec les géants que les géants ont voulu s'en débarrasser. Ils se sont protégés ainsi. Il y a d'ailleurs un dessin animé qui est sorti comme ça. Ça s'appelle l'Attaque des Titans. Prenons exemple sur le château de Chambord. Je suppose qu'il a été bâti bien avant que dans nos livres d'histoire. Je suppose qu'il a été bâti bien avant. Dans nos livres d'histoire, ça dit 1519. Il est bien plus vieux que ça. Il permettait de capter une énergie énorme. Il daterait des années 1000. Quand on va là-bas, on voit comme des grandes cheminées énormes. Soi-disant, il disait qu'il faisait toujours très froid dans les châteaux. S'ils avaient accès à l'énergie libre, j'imagine que les cheminées servaient bien à autre chose. Oui, les cheminées captaient l'énergie. Certaines n'existaient pas. Elles ont été rajoutées plus tard. Toutes les parures qui sont à l'intérieur des châteaux, la majorité ont réellement servi de cheminées. Mais à l'origine, les conduits servaient à transporter une quantité de photons énorme. Donc c'est les particules élémentaires, ça transporte une quantité d'énergie spécifique. C'est avec les photons qu'on crée l'électricité. Et les photons captaient dans l'éther. Ils étaient conduits de force dans ces canalisations, mais la cheminée ne sortait pas du toit. Chaque cheminée, chaque conduit rejoignait une pointe, un clocher qui captait l'énergie. Mais alors Chambord était une habitation? Ou rien à voir? Quelle était son utilité de base? Il est devenu habitation que plus tard. À la base, ce n'était pas du tout une habitation. C'est devenu une habitation une fois qu'ils ont été complètement démantelés de leur fonction primaire, c'est-à-dire à partir d'environ 1830. On nous a fait croire aussi au Moyen Âge qu'il n'y avait pas vraiment d'endroit pour faire ses besoins. Comme c'était une civilisation avancée, j'imagine qu'il y avait tout ce qu'il fallait, mais oui, il y avait ce qu'ils appelaient des latrines, des conduits. En général, c'était le long d'un mur extérieur. C'était souvent caché par un rideau et les gens sont posés. Il y avait un trou, un conduit. Tout tombait dans le conduit. Ça, c'était l'époque d'avant. Mais les femmes, elles n'avaient pas leur grande robe? Non.
Même du temps des grandes robes, il y a toujours eu des latrines. Ils ont toujours eu un endroit pour faire leurs besoins. Quand on nous dit dans les livres d'histoire qu'ils étaient sales, qu'ils étaient des gens dégoûtants, c'est faux. Bah, c'est exactement ça. En gros, si on se réfère à l'histoire, on descend du singe et étions dégoûtants. Pourquoi il y a eu autant de châteaux dans les pays de la Loire? Car il y a énormément de constructions de châteaux dans ce coin-là. Donc pour rappel, d'après Wikipédia, il y a 50 000 châteaux forts en Europe, et il y en aurait 13 000 en France, et on estime à 3 000 châteaux en France, sont répartis principalement dans la région Centre-Val de Loire et Pays de Loire. Les châteaux style Renaissance seraient plus de 400 en France, les plus célèbres, Chambord, Ambroise, Chenonceau, Clos-Lucé, on évalue à plus de 450 châteaux en ruine en France. Il en existe sûrement davantage, le nombre monterait à un millier. Oui, parce que c'était le long d'une ligne énergétique. Tout simplement. L'eau servait aussi ensuite à acheminer les matériaux plus facilement pour les constructions, surtout le bois. Donc tous ces châteaux ont été construits le long de la Loire. C'était plus pour des raisons énergétiques? Oui. Pourquoi c'était si beau? Car ce n'était pas habité. Pourquoi faire des choses si belles, si raffinées? La source a toujours fait de très belles choses. C'était à l'image de la source. Les géants ainsi que les Atlantes étaient très connectés à la source. Et tout ce qu'ils faisaient, ils le faisaient à son image, à l'image de la source. Est-ce que cela a un impact sur le regard des humains? Contempler de belles choses, est-ce que ça agit sur la personne? De beaux monuments, de belles églises, de belles cathédrales ont été détruites et remplacées par des bâtiments laids. Ça abaisse les fréquences. Pour exemple, le théâtre Garnier à Paris, je suis allée visiter, l'intérieur est époustouflant, magnifique, grandiose. Partout où on regarde, c'est beau. C'est normal, cependant, il n'était pas comme ça à l'origine. Il était recouvert de feuillures d'or pour la conduction diélectrique. C'est une fois qu'ils ont enlevé ces fonctions qu'ils l'ont fait aussi beau. Et il a été fait de cette manière pour combler la folie de ceux qui nous dirigent, puisque tous ces bâtiments avant appartenaient à des familles. Aujourd'hui, ils appartiennent à l'État. Et il ne faut pas oublier ça. Les châteaux qui sont magnifiques, les cathédrales, c'était extrêmement sobre et épuré à l'intérieur. Strict minimum. Quand elles étaient en service, un être humain ne pouvait pas rentrer à l'intérieur, sauf dans 2 ou 3 endroits spécifiques. Autrement, l'énergie le brûlait. C'était comme des centrales? Eh bien oui. Il fut une époque où l'électricité abondait partout. On avait soit des véhicules qui fonctionnaient sur le principe des tramways, soit qui se rechargeaient avec des batteries. Ces batteries étaient en réalité de gros condensateurs, avec à chaque fois une couche d'isolant, une couche de diélectrique, une couche d'isolant, une couche diélectrique. C'est comme ça qu'on fabriquait nos batteries, pas avec des matières rares. Certes, elles n'avaient pas une grande autonomie, mais suffisamment pour ce qu'elles faisaient. À chaque arrêt, les bus se rechargeaient. Ça a toujours été de manière à ce que ces 2 plots inférieurs du bus touchent 2 autres plots par terre. En touchant ces plots, ils se rechargeaient directement. Ce qui fait qu'ils faisaient des trajets de 5 ou 6 kilomètres, pas plus, et à chaque trajet, en quelques secondes, ils se rechargeaient pour refaire 5-6 kilomètres, le temps que les passagers montent et descendent. Cette énergie n'était pas fabriquée par des centrales, ni nucléaires, ni thermiques, ni hydrauliques. Cette énergie, c'était l'éther. On nous fait croire dans les livres d'histoire que les châteaux forts ont été transformés à la Renaissance entre 1400 et 1600, que François Ier, revenu de ses guerres d'Italie, émerveillé et très impressionné par l'architecture italienne, il commanda l'édification et la transformation de plusieurs châteaux dont Chambord, car il aurait vu cela en Italie. Il est passé de chef de guerre à raffiné. C'est là qu'il fait appel à Léonard de Vinci. La Renaissance est un canular. Léonard de Vinci, en réalité, avait découvert la vraie fonction de ces bâtiments. Ils existaient déjà quand Léonard de Vinci était là. Il a inventé quelques machines, il fut énormément stoppé. Il a fini par découvrir ce qu'il se tramait réellement, comme quoi on privait l'être humain de l'éther pour lui faire payer l'énergie. Aujourd'hui, on a mis 3 ans, pour ne pas dire 5 ans juste pour reconstruire la charpente de Notre-Dame, uniquement une charpente. Et on nous dit que de son propre vivant, François Ier aurait construit des dizaines de châteaux et en aurait rénové d'autres dizaines. C'est juste impossible, les gens ne réfléchissent pas. Quand on y pense, on voit la magnificence de Versailles, c'est juste impossible de construire ça avec un burin. Pourquoi c'était si haut les plafonds?
Bah, tout ce qui est monument, il n'y a pas de tour. Les plafonds étaient très hauts parce que ça servait d'habitation. Ensuite, tous les monuments type cathédrale, château, avec énormément de tours, de clochers, de pointes, ils avaient également des entrées très hautes puisqu'ils devaient rentrer dedans les géants. Ils allaient dans la maintenance, ils allaient s'occuper des émetteurs, la machinerie qui était à l'intérieur. Les machineries avaient besoin de beaucoup de hauteur également. Et lorsqu'ils ont construit ces châteaux, la lévitation existait, la grille cristalline et énergétique n'était pas encore détruite? Non. Et ces châteaux, ces églises, ces cathédrales renforçaient la ligne énergétique. Il y a aussi des villes qui sont en forme d'étoiles, donc ça fait comme des remparts tout autour. Et il y en a partout aussi, si on regarde vue du ciel, c'est parfaitement symétrique. Et on dit dans les livres d'histoire que c'était des murailles pour se protéger. Mais bon, je ne vois pas l'intérêt de faire des villes en forme d'étoiles. Quelle était la réelle utilité? Donc ces villes ont une signification par l'image qu'elles donnent vue du haut. Il fut une époque où l'on était régulièrement visité par le ciel. Il existait des portes dans le dôme et chaque ville, chaque forme était une forme de hiéroglyphe entre les différentes dimensions. Vue du ciel, on pouvait très vite deviner quelle ville c'était. En même temps, elle avait des fonctions d'autres fonctions. Elle permettait également de se repérer, de savoir où on était, quand des entités d'autres dimensions, d'autres mondes prenaient une porte des étoiles sur le dôme. Une fois qu'elle avait traversé le dôme, leur engin ne fonctionnait plus. Ils ne pouvaient que naviguer à vue. Ils connaissaient quasiment par cœur toutes les formes. Ils savaient où ils étaient situés. Donc c'était comme une carte vue du ciel. C'est vraiment fait pour être vu d'en haut. C'était sa première signification. Ensuite, on aurait pu faire des angles moins saillants. C'est juste que la forme des pointes, à chaque pointe qu'on faisait, c'est pour ça qu'on faisait beaucoup de pointes, ils essayaient de rendre les villes jolies, en même temps vues du ciel. Elles étaient déjà admirées en premier par le ciel, et chaque rempart en forme de pointe, il y avait une énorme antenne qui aujourd'hui ont toutes disparu. Et toutes ces antennes captaient de l'énergie. Et si on avait fait une ville ronde, par exemple, on aurait mis des antennes, on aurait créé un tore au milieu de la ville. Et le champ magnétique aurait été désastreux pour les humains. Le fait de casser, de faire des angles, l'énergie, elle se heurte et la résonance se heurte sur l'angle qui était fait sur l'angle suivant. Il ne peut donc pas venir faire du mal aux humains qui habitent dans la ville. Donc elle rebondissait et le fait qu'il y ait plusieurs angles, l'énergie rebondissait d'un angle à l'autre et en rebondissant, elle s'amplifiait et ça faisait une résonance, un peu comme des rosaces dans les cathédrales. Donc ça avait deux particularités, donc les voir d'en haut et pour l'énergie libre. Donc certaines villes étaient entourées d'eau autour, ils avaient un circuit d'eau qui faisait la même forme que l'étoile de la ville et cette eau servait de conducteur. Elle améliorait la conduction de l'énergie vers le fond. Donc sur ce grand rempart, il y avait des salles, des gros condensateurs à l'époque. On y stockait en partie l'énergie. Tout était comme ça. Les angles étaient principalement pour l'énergie. Et qui passait les portes dimensionnelles? Il fut une époque où il n'y avait pas de guerre entre les mondes. Il y avait des échanges de savoir, de technologie, des échanges aussi de matières premières. La Terre était très convoitée, non pas par les étages inférieurs de Gaïa, mais par d'autres dimensions, convoitée pour l'or et l'eau. La Terre est la partie de Gaïa la plus riche en minerais et en eau. Le dôme a aussi servi à protéger les pillages de l'extérieur. Donc personne ne partait avec la matière première de la Terre sans un échange, et tout était calculé pour ne pas abîmer la nature, et on ne donnait pas plus que la terre pouvait produire. Il y avait encore une harmonie à cette époque-là, oui. Quand Jésus a disparu en années 50, le christianisme s'est généralisé, la Kabbale a utilisé Jésus pour créer les différentes religions, semer le désordre et le chaos. Quand Yeshua, donc Jésus, est arrivé, la suprématie romaine était presque incontrôlable. C'était la plus grande puissance au monde. Il voulait tout dominer, tout contrôler. Et d'un autre côté, s'opposait à eux la grande Égypte, qui allait bien plus loin que l'Égypte. Tout Israël était sous la domination égyptienne. Toute la Palestine, tout le Moyen-Orient était sous domination égyptienne. Même une partie de la Turquie. Et Jésus, qui a fait sa vie au Moyen-Orient,
a tout de suite été vu comme une menace. Il a résisté parce que la source lui en a donné les moyens. Et une fois qu'il est décédé, ils se sont servis de son nom pour créer la religion qu'il n'a jamais inventée. Ce qu'on appelle le christianisme, le catholicisme n'a jamais existé, ni même la religion orthodoxe ou musulmane. Tout est inventé depuis la mort du Christ. Créer des religions pour diriger le monde, monter les uns contre les autres pour mieux les contrôler. Beaucoup de choses que le Christ a dit ont été inversées. On l'a vu ça dans les autres enquêtes. On l'appelait même roi des Juifs. Il n'a jamais été le roi des Juifs, il était juste hébreu. Il n'a jamais dit de créer le christianisme. Il apprenait aux gens de prendre soin d'eux. Il apprenait aux gens à aider leurs prochains. À l'époque, la Rome antique, le monde allait vers la perversion. Et le Christ a réussi à venir pour remettre les personnes dans le droit chemin, remettre de l'ordre. Oui, tout à fait. C'est un peu ce qu'il se passe aujourd'hui, hein. On a un peu les mêmes au gouvernement. Rien n'a changé. Et le Christ est revenu pour mettre de l'ordre, car sinon ça va droit dans le mur. On nous a menti. On nous a menti sur les périodes, sur les religions. On nous a menti sur la terre sur laquelle nous vivons. On nous a menti sur la vie et sur la mort. On nous ment sur telle chose. On nous ment sur tellement de choses. On nous ment sur notre passé. On nous ment sur notre potentiel futur. On nous ment au moment présent. On est aussi dans une forme holographique, c'est-à-dire que la matière n'existe pas vraiment, comme on pense qu'elle existe. C'est bien pour ça que l'énergie libre existe réellement. Tout être qui comprend qu'il est dans une matrice comprend que tout est possible. Non seulement il peut avoir accès à l'énergie, mais il peut aussi se débarrasser du mal. Il suffit que tout le monde réalise qu'on est mené en bateau et tout s'effondre. C'est bien pour cela que dans la matrice, ils ont mis en place des propagandes, qu'ils ont mis en place des maladies, la peur, le contrôle et qu'ils veulent encore développer davantage le numérique. L'identité numérique serait notre fin, une catastrophe humaine. Seul l'Occident va inaugurer cette méthode qui va gravement se retourner contre eux qui l'ont mise en place. Il ne faut pas avoir peur du futur parce que le futur va détruire le mal. Ils le savent. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Les 20 prochaines années, leur sort est scellé. La source va reprendre ses droits. Gaïa est déjà en train de les reprendre. Pour en revenir à l'exposition universelle, on voit des vieilles photos avec plein de magnifiques bâtiments. Ils ont raconté qu'ils avaient été construits pour l'événement, puis détruits à la fin de l'exposition universelle. Qu'est-ce que c'était en réalité ? La plupart des bâtiments et des monuments qui ont servi aux expositions universelles ont disparu. Les soi-disant expositions universelles sont une excuse pour pouvoir démonter ces magnifiques bâtiments. En réalité, il n'y a jamais eu réellement d'exposition dedans. On a fait croire aux personnes du XXe siècle que ces bâtiments étaient construits rapidement à la hâte pour accueillir des expositions et que c'est pour ça qu'on les détruisait aussi vite. Il n'en était rien. Ces bâtiments ont toujours existé. Il était d'ailleurs impossible de construire de tels bâtiments aussi rapidement. La tour Eiffel a-t-elle réellement été construite à ce moment-là ou bien avant aussi? La tour Eiffel a été remplacée. Avant, il y avait déjà une autre tour haute de 270 mètres. Elle a été reconstruite dans le but de pouvoir au départ alimenter Paris en énergie. La tour Eiffel a capté énormément d'ondes. Au départ, elle a été utilisée pour l'énergie libre. C'était avant ou après le déluge? Après le déluge. Avant le déluge, il y avait une antenne. Cette antenne a été détruite, emportée par le déluge. Toutes les vieilles rues de Paris, c'est des vestiges du déluge. Tout a été enterré. On avait vu en début d'enquête, peut-être une centaine d'années après le déluge, ils ont supprimé l'électricité. Tout le monde était à la bougie donc. Ils nous ont fait croire que le Moyen-Âge a duré 1000 ans, mais en réalité ça a duré que 200 ans. Environ 180 ans même, pas 200 ans. Il y a eu toutes ces pestes, toutes ces maladies, ça a été mis en place. Toutes ces maladies ont été créées. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de maladie. Ça sert à manipuler et dominer les gens? Tout à fait. Maintenant, quand on paye le courant, on nous fait payer même 4 fois ou 5 fois plus cher maintenant. Est-ce qu'ils utilisent l'énergie libre, eux? Est-ce qu'elle est toujours exploitable? Ils nous font payer alors que ça ne leur coûte rien? Il y a aujourd'hui un gros paradoxe sur ça. Si on calcule toute l'énergie consommée en France et toute l'énergie produite, on a consommé environ 2,8 fois plus qu'on ne produit. Ce qui veut dire que l'énergie ne vient pas que des centrales. Donc il y a forcément de l'énergie qui est injectée, de l'énergie autre que celle de nos centrales. Il y a donc une possibilité que cette énergie libre est utilisée et ils nous la font payer.
Je pense qu'aujourd'hui, elle est utilisée, mais uniquement par ce qu'on appelle l'élite. Ils nous ont toujours menti. Quand on est sorti du soi-disant Moyen Âge, qu'il y a eu cette pseudo-exposition universelle, tous ces chevaliers avec leurs grosses armures, ça a réellement existé tout ça? Ben pas vraiment. Et les rois, c'était quoi leur utilité? Ils ont existé, mais tout a été déformé. Les rois étaient bien vus du peuple, ils prenaient soin de leur population, ils ne profitaient pas de l'argent du peuple. On a provoqué une révolution française qui n'avait pas lieu d'être. En fait, le cycle humain est une longue programmation. Ça fait déjà plus de 5000 ans. Ils ont mis des plans en route et tout prend forme tout doucement. Le seul problème pour eux, c'est qu'ils se sont fait dépasser par leur propre situation, se sont pris à leur propre piège. Aujourd'hui, les technologies qu'ils ont, ils nous ont donné au compte-gouttes au fur et à mesure des années en nous faisant croire au progrès, se retournent contre eux. Et leur plan est en train de capoter, ils le savent. Eux, ils programment sur le long terme, au fur et à mesure, ils mettent leur plan en exécution. Oui, c'est exactement ça. Nous sommes arrivés à la fin de l'enquête. Donc, comme vous pouvez le constater, le Moyen Âge a duré 180 ans et non 1000 ans. Donc, le mensonge est colossal. Donc, je vous souhaite une bonne digestion et je vous dis à bientôt.